Bonjour à tous, merci, de participer, de vous être inscrits à ce webinar. Il est 11h30, on va attendre 1 ou 2 minutes avant de commencer réellement, parce qu'il y a encore pas mal de gens, qui se connectent. Vous êtes assez nombreux à vous être inscrits à l'événement et juste, je le rappellerai, mais, il y aura un enregistrement, du webinar qu'on vous enverra par la suite et même logique pour le support. Donc vous inquiétez pas et même dans le support qu'on vous enverra, on complétera de certains éléments et on vous reprécisera le fonctionnement. Mais en tout cas, ayez en tête que, l'objectif de ce webinaire, c'est d'être le plus interactif possible. Donc à tout moment, vous pouvez poser des questions. Je coupe mon micro et je reprends d'ici, 1 à 2 minutes pour lancer l'événement. On va pouvoir, commencer tranquillement, donc peut-être pour, rappel, pour les personnes qui ne sont pas habituées à Livestorm, donc c'est enregistré, on partage, le support et vous avez la possibilité d'interagir avec nous au travers de plusieurs manières. Vous avez le chat où on a commencé à se dire bonjour, vous pouvez poser vos questions là. Il y a un autre onglet aussi questions sur lequel, vous pouvez poser, mais dans tous les cas, on regardera et on prêtera attention à vos questions et durant le webinar, il y aura des sondages. L'idée, c'est aussi de reprendre un peu votre avis et de pouvoir interagir dessus. L'événement est prévu pour durer à peu près 35-45 minutes. On va pas dépasser 12h15 pour que tout le monde puisse aller manger. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-organiser le webinaire avec, donc Olivier et la société Intent et on a une thématique, assez précise. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment les acteurs de l'immobilier peuvent concrètement utiliser, la donnée dans une logique, de création de valeur et d'optimisation de la performance et on a essayé d'organiser ce webinaire dans une logique de présentation de cas d'usage concrets et donc aussi, durant tout le webinaire, si vous avez, des questions ou des remarques, n'hésitez, vraiment pas. Donc aujourd'hui, on va être 2 à présenter, Olivier et moi-même. Comme je suis souvent malpoli, je vais commencer par moi-même. Donc moi, je suis Flavien et je suis le cofondateur, d'Hublot. Pour ceux qui connaissent pas Hublot, on est un logiciel à destination des bailleurs et gestionnaires immobiliers, donc du social et du privé, avec une approche, très expérience utilisateur. Donc l'objectif, c'est d'essayer de proposer, un logiciel qui a des interfaces fluides et belles, dans une logique, d'automatisation, d'action et de lien entre les différentes parties prenantes. Donc on a une interface gestionnaire, une interface, résident et une interface notamment pour réaliser les états des lieux. Et je vais maintenant laisser la parole à Olivier pour qu'il puisse se présenter. Merci Flavien. Bonjour à tous. Donc moi je suis Olivier Hamon, donc directeur marketing de Intent Technologies et je suis ravi de co-animer donc ce webinaire avec Flavien de Hublot. Intent Technologies, en quelques mots, c'est qui, c'est quoi? C'est une entreprise aujourd'hui qui s'adresse aux acteurs du bâtiment et de la ville, qui veulent développer la valeur d'usage et l'attractivité de leurs actifs et équipements, donc des bâtiments et équipements. Pour cela, en fait, on déploie une plateforme de services numériques capable de faire interagir et de piloter l'ensemble de vos services que vous proposez grâce à un écosystème de fournisseurs de services connectés. On est une petite trentaine de personnes réparties entre Lille et Toulouse, en passant par Paris et Lyon maintenant. Et on adresse principalement 3 marchés, l'habitat social, dans lequel on a démarré il y a 11 ans, l'immobilier tertiaire et les collectivités et territoires. On s'appuie sur un solide actionnariat composé de Nexity,
et la Caisse des dépôts via en effet la Banque des Territoires et toujours évidemment nos deux fondateurs principaux. Notre solution, hop, j'ai pas ce slide. Notre solution, elle se décompose en 4 services principaux. Le premier qui est une plateforme, donc c'est Intent Platform, qui est vraiment, on va dire, l'application logicielle web et mobile qui permet d'être en interfaçage donc avec vous, gestionnaire ou vous, gardien concierge ou vous client tout simplement. Cette plateforme vient consolider toutes les données qui proviennent de tout votre écosystème qu'on a nommé Intent Ready. C'est le standard, on va dire, de connexion où vous pouvez être connecté avec la plateforme. Donc aujourd'hui, on a à peu près 200 fournisseurs de services en France qui sont connectés via API principalement sur cette plateforme pour lui donner toutes ces informations. Intent Data est simplement le service aujourd'hui qui permet de gérer le cycle de vie on va dire, des fournisseurs de services sur votre immeuble. Pourquoi? Parce que vous avez des fonctionnements par marché et tous les 3 à 4 ans, vous changez d'ascensoriste, vous changez de mainteneur, de multi-éthique, etc. Et pour ne pas perdre des données, on gère en effet toute la partie changement des fournisseurs de services pour avoir aucune rupture dans vos données sur votre histoire. Et IntentCare, c'est tous nos services qui est souvent géré par nos partenaires conseils, qui permet donc d'accompagner votre transformation parce que prendre aujourd'hui une plateforme de données pour piloter vos différents échanges de données dans vos systèmes d'information écosystèmes sont sur des projets de transformation plus globaux qui nécessitent un accompagnement changement tout simplement. Et ça, on s'appuie sur nos partenaires pour vous fournir une solution complète, technologique, mais une solution quelque part d'accompagnement complet. Merci beaucoup, Olivier. Avant de rentrer dans le dur, je voulais juste partager quelques points, en particulier pour, partager, en tout cas mon constat. Évidemment, vous pouvez, avec plaisir, avoir un avis opposé. Le 1er élément, c'est qu'évidemment l'immobilier est un secteur en pleine évolution. Si on rentre dans le détail, il y a plusieurs éléments, particuliers. La première, c'est vraiment d'essayer de mettre en place une approche centrée utilisateur. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que pendant très longtemps, notamment dans l'informatique, on réfléchissait, parfois à l'outil sans réfléchir à qui va l'utiliser et en particulier dans la logique, des personnes qui étaient extérieures à l'organisation. Parfois, on essayait de penser à la place du locataire, penser à la place du prestataire et on s'est aperçu, et ça a été mis en place dans d'autres secteurs, qu'en réalité, pour arriver à mettre en place quelque chose d'efficace, il faut avant tout repartir du besoin et notamment de cette logique utilisateur, qui passe donc aussi par une réflexion en disant que pour qu'une personne utilise un outil, il faut que cet outil soit simple. Donc c'est fondamentalement ça, avoir une approche en centre utilisateur. Deuxième élément, et ça c'est vrai pour l'ensemble des acteurs, l'immobilier est en train de connaître une accélération assez forte, tant en termes de produits et d'activités. Je pense qu'avec les bailleurs sociaux qui sont ici présents, avec la loi Elan qui a provoqué une consolidation, avec toute une réflexion sur la mise en place d'une filiale de logement intermédiaire, sur l'accélération de toute l'activité d'accession à la propriété, sur la logique en contrepartie aussi, enfin en conséquence de cette accession de la propriété, le fait d'avoir des thématiques de copropriété, font en sorte qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, qu'on soit bailleur social, bailleur privé, il y a une réflexion à essayer de mettre en place rapidement des nouveaux produits, des nouveaux services. Et ça fait aussi, écho à la premier élément, c'est qu'on s'aperçoit pour y arriver, c'est qu'il faut avoir une organisation et des outils informatiques qui ont cette capacité d'évolution et ça, c'est pas évident. 3e point, c'est le passage en fait souvent des années 80 au monde moderne. Pendant très longtemps, on visualisait une organisation, qu'elle soit petite ou grande, très silotée. Et donc l'exemple un peu traditionnel chez un gestionnaire, bailleur social, bailleur privé, c'est qu'on disait, il y a, l'équipe technique qui a un outil, l'équipe administrative qui a un outil, le locataire a un outil et finalement, on raisonnait sur l'ensemble de l'organisation uniquement de manière verticale. Or, on s'aperçoit qu'en réalité, l'approche qu'il faut avoir, c'est une approche plutôt en processus, donc beaucoup plus horizontale et en fait de dire que finalement, par exemple, quand je parle de problématiques techniques ou de maintenance, c'est pas tant l'outil que je mets à disposition, par exemple, de la personne qui intervient, que la réflexion sur qui remonte l'incident, comment et quel élément. Et donc, c'est cette thématique, ce qui fait aussi en sorte de pousser à avoir une approche logicielle d'organisation qui permet d'avoir ce lien qui est beaucoup plus horizontal que vertical. Et le dernier point, c'est que l'immobilier, c'est aussi des gens externes à l'organisation et notamment des locataires, donc tout le monde en fait. Et là, des nouvelles attentes. Je veux dire aujourd'hui, à titre personnel, je suis devenu très impatient
Et donc, j'ai besoin, quand je fais quelque chose dans mon quotidien, d'avoir une transparence, savoir où ça en est, et j'ai une demande très forte de relation client que je n'avais pas. Et ça, en fait, aujourd'hui, il faut qu'également dans l'immobilier, il y ait cette logique de, notamment relation client. Autre point important, et ça je remercie, Frédéric, côté Sopra, avec qui on a eu un échange très intéressant et qui me l'a mentionné, c'est qu'en fait, quand on regarde, quel qu'on soit l'acteur, hein, quel que soit l'éditeur qu'on aime, et qu'on regarde un peu de manière extérieure, le secteur de l'immobilier, ce qui frappe, c'est la gestion de la donnée. Aujourd'hui, quand un acteur achète ou alors construit un immeuble, ou en tout cas rentre un élément de son patrimoine, ce qui est assez impressionnant, c'est la double saisie qui est réalisée. C'est-à-dire que la même information, au lieu de pouvoir transiter d'un système à l'autre, va souvent être ressaisie plusieurs fois, et surtout, c'est ça la tristesse, c'est qu'elle va être ressaisie avec des informations différentes. Et donc aujourd'hui, on se retrouve parfois concrètement avec une base locataire qui est utilisée pour, faire son quitancement, une autre base locataire qui va être utilisée pour essayer de faire les enquêtes SLS, OPS, une autre base locataire pour, faire ses avis en fonction des interventions. Ce qui fait en sorte aujourd'hui qu'il y a un problème de linéarité de la donnée. Qu'est-ce que ça veut dire la linéarité de la donnée? C'est-à-dire à partir d'une même information, par exemple mon prénom Flavien, de savoir dans quel élément elle transite et s'assurer qu'elle ait une cohérence et que mon Flavien est bien écrit EN et pas AN, ou en majuscule ou en minuscule. Et le tout dernier point, et ça complète la donnée, c'est qu'en fait, pourquoi j'insiste sur la donnée? C'est qu'elle va devenir essentielle. Elle est devenue essentielle dans l'ensemble des autres secteurs, et elle va le devenir dans l'immobilier, parce que la donnée, c'est ce qui sert à faire la relation client, c'est-à-dire ce qui sert à comprendre ce qu'a besoin la personne, à échanger avec. Elle est indispensable d'un point de vue finance, et en particulier pour arriver à quantifier le retour de mes actions, donc de savoir très rapidement, quasiment en temps réel, de récupérer cette donnée pour avoir une visualisation de ce que j'ai réalisé. Et le dernier point, et ça c'est encore plus intéressant, c'est d'utiliser la donnée comme élément déclencheur. C'est de se dire: «Je reçois une information et grâce à cette information, je peux automatiser, des actions». On y reviendra un peu plus en détail. Et pour finir, l'introduction, toujours sur cette logique de données, en complétant cet élément-là, ce qui est très important quand on parle de la donnée et du déclenchement, c'est de réfléchir à comment je vais transmettre cette information. Et donc ce qu'on a, et ce qu'on essaye aujourd'hui au travers de ce webinaire, c'est d'insister sur comment, au travers d'un process, on va essayer de comprendre comment la donnée transite et comment je dois la restituer. Et pourquoi aujourd'hui c'est pas fait, et quel est le problème qu'on va essayer de résoudre, collectivement? En fait, c'est qu'aujourd'hui, certains outils sont trop anciens ou construits en silo, donc qui est, une logique historique, une logique commerciale, plein de raisons. Donc, notamment quand on est un grand acteur de l'immobilier, on connaît forcément Sopra et Aeron avec toutes les suites logicielles, mais qui ont été conçus dans un monde où c'était logique d'être fermé et où il y avait une approche beaucoup plus en silo, ce qui complique puisqu'il faut passer de cette logique en silo à cette logique en horizontal. Deuxième élément, c'était l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'on considérait que, comme je suis dans l'immobilier, que c'est un logiciel métier, c'est pas très grave que mon logiciel ressemble à un tableur Excel, ou que je dois mettre autre dans équipement parce que ce n'est pas présent dans la base. Et donc je sortais du logiciel, j'ai des fichiers Excel. En fait, ça, c'est juste pas possible de continuer à avoir ce raisonnement-là, que ce soit pour un gestionnaire ou pour un locataire. Il faut vraiment maintenant concevoir chaque produit, chaque service, en se disant: «Qu'est-ce que j'apporte? Comment je résous le problématique, de l'utilisateur?» Et le dernier point associé, et ça, c'est un des points que j'aimerais, c'est de dire que la donnée, elle doit aussi être visible, et ça, c'est un point très important. Il y a une vraie, volonté des utilisateurs d'avoir une visualisation de cette information, et donc la data visualisation va devenir de plus en plus importante. Donc là, après cette longue introduction, je vais essayer de vous détailler avec Olivier 3 cas d'usage. On c'est pas trop, c'est des cas qu'on a constatés, sur le terrain, et l'idée, c'est qu'on va essayer systématiquement de vous détailler ce cas en expliquant comment c'est aujourd'hui traité. Alors évidemment, chez certains d'entre vous, vous allez me dire que c'est différent, mais c'est un peu pour avoir le point de départ, et expliquer comment, en appliquant un peu les éléments que j'ai mentionnés dans cette introduction, on peut changer notamment l'expérience utilisateur. Le premier cas d'usage, qu'on va essayer de voir ensemble, c'est, la panne,
de la porte de parking du souterrain. Bon, bah, alors ceux qui n'ont pas de parking, je suis désolé, mais ça, c'est un cas qu'on a pas mal vu et c'est un cas que j'avais échangé notamment avec Veolia, par exemple. Qu'est-ce qui se passe, aujourd'hui? C'est-à-dire aujourd'hui, sous-entendu, pour tous les acteurs qui n'ont pas Hublot et Intent et qui ont une approche beaucoup plus en silo. Bah, la porte de parking va se bloquer durant la nuit, sans aucune information, là-dessus. Le locataire et les locataires vont se lever le matin pour aller tranquillement au travail et qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais essayer de sortir ma voiture, c'est bloqué, je ne sais pas quoi faire et surtout je réalise que je n'ai aucun point de contact. Je ne sais pas qui je dois appeler, je ne sais pas comment, je ne sais même pas trop comment ça marche et donc ils vont essayer, il y en a un qui va essayer d'appeler, le service après-vente parce qu'il a vu que c'était le nom de la porte de parking, donc il va essayer d'appeler un premier prestataire. Puis un autre va dire: «Bah, tiens, je viens d'arriver la semaine dernière, je vais essayer de contacter, mon gestionnaire immobilier». Quelqu'un d'autre va essayer, d'aller sur le site internet et va essayer de monter. Au final, on va se retrouver dans une situation assez classique, c'est-à-dire que je vais avoir 15-20, enfin quasiment tout l'immeuble qui vont essayer, de remonter, un incident sans savoir à qui et sans avoir d'autres éléments. Ce qui a aussi comme conséquence, c'est qu'au final, le gestionnaire, au bout d'un moment, ou en tout cas l'entité, va savoir qu'il va réaliser, va prévoir une intervention, sauf que personne n'est au courant. Et donc même le lendemain, c'est-à-dire même après la résolution de l'incident, on va se retrouver dans une problématique où les gens vont essayer continuer d'essayer d'intervenir, vont essayer de subvenir. Et donc au final, quelle est la conclusion qu'on a souvent sur ce cas qui paraît anecdotique? C'est que les locataires ne savent pas comment et ça marche aussi avec des copropriétaires, hein, ne savent pas à qui et comment remonter le problème. On commence à contacter un peu tout le monde, donc on se retrouve avec 42 personnes, même dans une organisation qui sont au courant et qui n'ont pas même l'information que certains services sont déjà prévenus. On se retrouve donc avec une sursollicitation qui peut même saturer un peu le centre d'appel. Le problème, au lieu d'être, mis en transparence et être résolu rapidement, va se retrouver beaucoup plus décalé parce qu'on n'a pas contacté la bonne personne au bon moment et les locataires sont complètement dans le noir et donc ne savent même pas quand c'est résolu et ça, c'est une problématique qu'on voit, assez régulièrement et donc l'idée, c'est on va essayer de vous présenter avec Olivier quelle est l'alternative possible et qui permet de diminuer fortement. Et je laisse la parole à Olivier et Jonathan qui a réagi sur le chat, on va essayer de dynamiser un peu. J'ai l'impression que vous vous endormez un peu. Vous inquiétez pas et il y a également Frédéric qui a réagi, de Sopra qui mentionnait qu'Ikos avait 35 ans. Je tiens à préciser que c'est à peu près mon âge, donc je suis content de savoir que, Ikos est finalement un peu mon frère jumeau et je laisse la parole à Olivier de Intent. Merci Fabien pour ces démonstrations de premier cas d'usage. En effet, il est connu de tout le monde. Je pense que tout le monde l'a vécu, on va dire de près ou de loin dans sa vie. Ce qui se passe avec en effet un Hublot à Intent, c'est que vous avez compris, c'est que la formation va être beaucoup plus fluide et surtout en effet sera échangée. Première des choses, c'est que la porte de parking va toujours se bloquer dans la nuit, ça ne change pas. Mais cette porte, elle est connectée. Donc, comment une porte est connectée? Il existe toujours différentes technologies en effet pour rendre une porte connectée. Elles sont soit naturellement, soit un objet, un connecteur vient se mettre dessus. Ces connecteurs échangent l'information avec une plateforme. Intent, ici en l'occurrence. L'information, habituellement, ce sont des informations d'usage. C'est le cycle de vie en effet de cette porte de garage, combien de fois elle est ouverte, combien de fois elle est fermée, etc. Ce type d'équipement, aujourd'hui, est capable aussi, quand il est en défaut, quelle que soit la raison de ce défaut, d'envoyer une information comme quoi il y a une code PAN qui est bloquée en position ouverte ou position fermée. Ici, on est en position fermée. Dès que cette information arrive dans la plateforme, automatiquement, cette information, c'est le principe de la plateforme de données, c'est que l'information doit être échangée à d'autres acteurs pour qu'il y ait des prises de décision et des prises d'action. Cette information de cette panne, de cette porte de garage, va être tout de suite communiquée au gardien concierge et au gestionnaire de l'immeuble, parce que c'est eux les premiers qui doivent être avertis aussi de ce dysfonctionnement. Ça veut dire que quand ils vont se lever et prendre leur journée à 8h30, ils seront tout de suite au courant qu'il y a une intervention qui va se réaliser. Le gardien concierge peut aller tout de suite sur place, par exemple, pour venir débloquer manuellement la porte. S'il est prévenu tout de suite, il va gagner du temps et automatiquement la plateforme va contacter le prestataire. Alors comment elle contacte le prestataire? Nous, la plateforme, on a tout le patrimoine de chaque bâtiment et on sait qu'il y a cette porte de garage qui est sous contrat de maintenance. Évidemment, il faut que la porte de garage ait un contrat de maintenance avec un différent acteur multitechnique, on va dire ProxyServe pour ne pas les citer. Et automatiquement, on va envoyer une demande d'intervention à ProxyServe en venant préciser que depuis
tel horaire, on a un code panne de porte bloquée et il faut intervenir en effet sur le contrat qui est en vigueur et certainement le contrat en vigueur sera sur les jours ouvrés, le déplacement d'un technicien. Ce qu'il faut avoir aussi comme information à ce stade-là, c'est que automatiquement la plateforme, le prestataire et le gardien concierge et le gestionnaire auront l'information de l'ouverture de l'intervention. L'intervention était prise en compte par ProxyServe. ProxyServe a prévu l'intervention et il y a des horaires qui vont apparaître. Donc, tous les statuts d'intervention vont être en effet communiqués directement, systématiquement en temps réel aux différentes personnes et à Hublot. Et là, Hublot, avec ces différentes informations de statut, peut, et je laisse la main à Flavien. Oui, et donc l'idée aussi, et c'est un des points importants qui fait partie de la logique de relation client, c'est qu'assez souvent, une action concrète pour diminuer les sollicitations, bah, c'est de tenir informer la personne. Et ça, c'est un point souvent qui est aujourd'hui, et ça revient à mon approche en silo, c'est qu'aujourd'hui est assez peu perçu l'intérêt d'avoir une communication assez active vis-à-vis notamment du locataire. Et là, l'approche qu'on a au travers de ce diagramme, c'est de démontrer comment en fait une donnée, c'est-à-dire un élément d'un équipement, va ensuite se transformer en action de communication et va aider énormément l'organisation à pouvoir en fait résoudre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette logique d'éléments, elle n'est pas seulement en termes de remontée de l'incident, c'est-à-dire qu'au moment où l'incident arrive, mais la logique, c'est également d'aller aussi dans cette logique d'échange et d'information quand on est en train de la résoudre et quand elle est résolue. Et ça, c'est un deuxième élément, c'est que, comme on a vu dans la problématique initiale, c'est que la problématique initiale, elle n'était pas uniquement le fait que les gens n'étaient pas au courant que la porte de parking était en panne, c'est qu'en fait, elles n'étaient même pas au courant qu'elle était en cours de réparation et elle allait se terminer. Olivier, si tu veux peut-être compléter quelques éléments sur cette partie-là. Oui, là, en effet, dans la suite de ce parcours, le prestataire intervient et répare, donc ça, c'est dans le meilleur des cas, mais le prestataire peut intervenir et se rendre compte qu'il y a une pièce qui t'a commandée, donc là, en effet, il repart, il commande la pièce, il va revenir 3 jours après là-dessus. Donc l'intervention sera toujours ouverte dans la plateforme et ces statuts seront bien précis et seront intéressants à être communiqués au locataire pour dire attention, un délai supplémentaire en effet va se faire, une pièce est commandée, etc. C'est des choses qui sont entendables. Le locataire peut comprendre que la porte de garage va être en effet en panne 5 jours parce qu'on commande une nouvelle courroie. Par contre, s'il n'est pas informé, il ne comprend pas. S'il est informé, en effet, il va accepter ce délai de 5 jours. Donc, on est sur un processus d'intervention naturel, sauf que le fait de communiquer précisément ce qui se passe, automatiquement, on va dire, ça dégonfle l'incident et ça permet je ne vais pas dire d'améliorer la satisfaction, mais au moins de ne pas avoir d'insatisfaction par rapport, en effet, à cette compréhension qui est du courant, on va dire, dans un immeuble. Évidemment, toujours le gardien concierge et les gestionnaires sont au courant de ce qui se passe pour pouvoir, en effet, intervenir s'il faut dans la communication ou prendre d'autres actions. Et donc toute l'information Et retombe sur Hublot. Voilà. Et donc concrètement, comment ça se matérialise? C'est-à-dire qu'au travers des différentes interfaces, donc vous voyez qu'on parle vraiment de 2 outils, mais l'idée, c'est que les 2 outils vont essayer d'amener la même élément, c'est-à-dire que l'outil côté, on va dire, gestionnaire, va lui fournir des informations de suivi et côté, locataire, c'est, donc à gauche, c'est Intent, à droite, vous voyez Hublot. L'idée, c'est d'avoir une capacité de notifier la personne. Quel est l'intérêt et quel est l'avantage d'avoir ça? Donc, vous avez compris que maintenant les gens sont au courant. On a une amélioration de la relation client. On voit aussi, et ça, je pense que c'est très important et que j'ai oublié de vous mentionner, c'est quand on parle d'expérience utilisateur, c'est pas uniquement pour faire plaisir, c'est qu'en fait, on l'utilise. Aujourd'hui, si on fait en sorte que la donnée pour le gestionnaire est visible des incidents, bah, en fait, il va se connecter et son réflexe est d'utiliser de plus en plus, donc ça va enrichir. Et la même logique, aujourd'hui, si un portail locataire n'a pas été conçu en se disant mais qu'est-ce que j'apporte comme valeur ajoutée au locataire en dehors juste de lui stocker les documents, c'est problématique. Si j'utilise en fait ça comme un élément d'échange, ça devient un peu plus évident. On a quelques éléments pour préciser, on avait notamment une question, qui était, de savoir, est-ce que ça permet vraiment de réduire le nombre d'incidents? Heu est-ce qu'on peut anticiper une panne? Donc pour reprendre sur le peut-être pas le nombre d'incidents, mais en tout cas aussi sur la logique de centre d'appel et de lien. Hem, Concrètement, on constate une légère diminution finalement de les sollicitations, mais ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est qu'au final, on crée surtout un lien. L'objectif est pas forcément de drastiquement diminuer le nombre de remontées, mais c'est plutôt de faire en sorte d'augmenter
le fait que les gens se sentent concernés, qu'on crée un lien. Parce qu'en fait, souvent, des gens vont juste abandonner et vont pas vouloir remonter. Et donc ça, c'est vrai que sur l'anticipation de la panne, donc ça, c'est sur des éléments techniques. Je laisserai peut-être Olivier préciser. J'ai vu qu'aussi Frédéric avait demandé la techno derrière l'IoT. Mais ce qui est certainement le plus intéressant, c'est de percevoir aussi que le fait de créer cette passerelle de communication fait en sorte qu'on peut aussi imaginer que les locataires soient beaucoup plus proactifs pour justement anticiper des éléments de caméra in panne, genre une porte de parking qui commence à avoir du mal à s'ouvrir. Sur les canaux de communication vers les équipes, donc ça c'est Lucas qui pose la question, c'est-à-dire concrètement, comment se passe la remontée côté bailleur et je vais préciser côté locataire. Côté bailleur, notamment Intent va équiper les différentes équipes de proximité. Hublot va également accompagner certaines équipes, en particulier sur des équipes plutôt administratives, sur des logiques de dossiers de location. Et sur la manière de notification, il y a des éléments de paramétrage. Donc là, je vais parler plutôt côté Hublot. La logique d'Hublot est plutôt d'être dans une logique de notification au sein de l'interface. Donc ça, on va dire, c'est natif. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne dans Hublot, elle a un dashboard et au début, elle a une notif. Mais on peut évidemment compléter le paramétrage de notification avec 2 ajouts. On peut faire un paramétrage par email, si on considère que c'est un élément complémentaire, et on peut également prévoir un paramétrage par SMS. Et cette logique-là, en fait, vous pouvez la dupliquer sur la partie locataire également, c'est-à-dire de prévoir une notification sur l'espace locataire, mais également complétée par un email et par un SMS, en sachant que pour préciser, je ne suis pas le plus grand adepte des applications mobiles. C'est-à-dire que je considère qu'aujourd'hui, technologiquement, on peut faire des choses très intéressantes avec une approche de web app, c'est-à-dire d'un navigateur internet, et notamment justement arriver à gérer ce processus de notification. Je vais me permettre, Fabien, en effet, de continuer de répondre aux questions d'un point de vue plus technique. Est-ce qu'on peut anticiper les pannes? Alors, sur une porte de garage, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, et c'est l'écran que vous avez sur la partie gauche, c'est que la plateforme ne remonte pas que on va dire les codes de panne, mais c'est l'usage et le fonctionnement normal, on va dire, de l'équipement. Vous voyez en effet si les courbes n'ont en effet de l'équipement qui fonctionne, etc. Si je prends le cas d'une VMC est connectée aujourd'hui à la plateforme. Une VMC peut envoyer en effet une panne comme quoi je suis arrêté, je suis en panne, mais la VMC va aussi donner comme information régulièrement sa pression, tout simplement, de l'air qui est éjecté. Et si on voit qu'une pression baisse au fil du temps, on sait que la courroie de la VMC est en train de se détendre tout simplement et qu'il faut changer la courroie. Là, on peut se dire, on peut en préventif changer la courroie avant que la VMC va casser parce qu'elle va casser dans les semaines ou dans les mois qui arrivent. Donc c'est là où on peut faire du préventif. On ne peut pas le faire avec tous les équipements en fonction de comment justement les données remontent et comment on peut analyser ces données d'usage pour déterminer si en effet il y a un incident qui va se produire ou pas. Une porte de garage, souvent, c'est plutôt, on va dire, une panne franche, en fait. Sur la technologie, pour la réponse à Frédéric Rode, Intent, son métier, c'est vraiment la partie plateforme de données et se connecter à différents systèmes. Donc nous, on n'est pas du tout vendeur ou installateur d'objets connectés. Souvent, c'est la porte de garage qui est déjà naturellement connectée parce que c'est l'équipement qui est comme ça. Ou alors, ce sont d'autres partenaires, WattSense par exemple, qui travaille aujourd'hui avec Intent, qui va venir en effet connecter cette plateforme et qui va en effet faire l'interface entre la plateforme et la porte de garage. Donc après, Et, toutes les technos sont possibles. et je prends juste une dernière question et après on pourra avancer. Oui, donc c'est une question de Jade qui demande, une fois que l'intervention est réalisée, donc la maintenance, est-ce que le locataire peut faire un retour pour dire ce qu'il a pensé de l'intervention? La réponse est oui, et on peut même paramétrer en fonction de la typologie. Et j'insiste sur cette fonctionnalité qui est pour moi assez importante, puisqu'elle permet aussi 2 choses. Elle permet de montrer au locataire que son avis importe. Et 2, elle permet d'avoir un vrai SAV parce que, qui de mieux que le locataire, c'est-à-dire la personne sur le terrain, peut aussi notifier et vous pouvez définir en fonction des cas d'usage, comment ça se déroule. Je vais passer au cas d'usage, numéro 2 qui est le signalement locataire. Celui-ci, là, je pense que tout le monde le connaît, c'est, très simplement, vous vous retrouvez dans votre hall d'immeuble et vous découvrez que, il y a plus de lumière. Et là, la même problème, c'est que qui j'appelle? En fait, un locataire va essayer d'appeler le gestionnaire, quelqu'un va essayer de contacter le gardien, on va essayer de comprendre qui s'en occupe, on va essayer de trouver les numéros sur des affichettes. On va appeler sans arrêt.
La problématique, c'est que souvent, même le gestionnaire, surtout que, dans une organisation assez large, on va essayer de contacter n'importe qui. Assez souvent, en fait, la personne ne saura même pas immédiatement qui est la bonne entreprise, pour gérer ça et surtout, même côté gestionnaire, une assez faible visibilité sur quand ce sera réalisé. Et donc on se retrouve, comme un peu dans le cas numéro un, sur un cas très simple où au final tout le monde est dans le brouillard. Personne ne sait, donc on a déjà remonté de manière un peu pénible l'incident, mais en plus on n'a aucune visibilité, là-dessus. Et là l'approche en fait elle est, complémentaire à celle que je vous ai montrée dans le cas 1. C'est que le cas 1 on voyait que c'était l'équipement IoT qui remontait l'information, là c'est de se dire qu'en fait la remontée elle peut être faite par un humain. Et l'idée c'est que le locataire va pouvoir signaler dans son espace, locataire, donc j'insiste vraiment que l'espace locataire est donc pas seulement une descente d'information, elle doit être prévue pour remonter l'information et cette remontée d'information, elle va permettre de partager l'information à d'autres locataires, c'est-à-dire aussi de prévenir d'autres personnes en disant: «Attention, il y a une panne» et de remonter l'information vers une plateforme qui aura cette capacité de, gérer et de pouvoir ensuite transmettre aux prestataires et autres et je laisse la parole à Olivier pour compléter. Donc une fois que cette information est reçue dans la plateforme, automatiquement, elle est communiquée donc toujours au gestionnaire et au gardien concierge. Gardien concierge parce que c'est lui en effet qui pilote son immeuble, le gestionnaire lui pilote plusieurs immeubles, mais tous les 2 doivent avoir rapidement cette information. Pourquoi ils doivent l'avoir? Parce que ça vient d'un signalement humain qui est peut-être normal en fait. La lumière ne fonctionne pas, mais c'est peut-être normal parce qu'il y a peut-être des travaux dans le bâtiment d'à côté, on a coupé quelque chose et cetera. Donc le gardien concierge lui sait peut-être que c'est normal. Donc c'est important qu'il puisse en effet, gestionnaire et gardien concierge, qualifier quelque part cette anomalie, trouver une solution peut-être à court terme si on peut trouver une solution à court terme, mais de qualifier quelque part ce signalement, savoir s'il est normal ou pas normal. Et si ce signalement est anormal et qu'en effet il est soit nécessaire de faire une demande d'intervention, le gestionnaire, lui, via sa console Intent, sait que le prestataire en électricien qui est aujourd'hui en contrat avec cet immeuble, c'est un tel, va pouvoir en effet directement lui demander une intervention en lui disant on a tel incident, tel problème, etc. Et il va pouvoir envoyer cette information. Et pareil, cette intervention sera toujours monitorée dans Intent Platform et ces informations seront remontées. Et tout le monde saura chez le locataire que l'intervention est ouverte auprès d'un prestataire et que c'est en cours et que ça va être résolu et ils seront prévenus quand ça sera résolu. Donc on est sur le même cheminement que tout à l'heure, sauf que là en effet il y a vraiment une qualification humaine avant de déclencher l'intervention d'un technicien. L'idée c'est pas de déclencher des techniciens au moindre incident, sinon on s'en sortirait plus et ce serait très coûteux aussi en maintenance si on faisait intervenir sans vraie qualification en fait. Et sur la thématique, c'est que donc dans la résolution, on retrouve le même pendant, c'est-à-dire qu'on peut avoir un échange et on doit avoir un échange avec l'ensemble des parties prenantes, notamment le prestataire, pour ensuite, rééchanger, sur les éléments et sur la visualisation encore, hein. C'est ça que j'insiste beaucoup, hein, sur cette restitution d'informations. Là encore, on vous a mis des exemples, aussi bien d'un point de vue, intent pour pouvoir faire le suivi des différentes informations que, l'interface, de remontée d'incidents et ça, c'est un point, je pense, qui est très, très important. Il faut vraiment au maximum faciliter la remontée d'un incident de la part d'un locataire. Il faut absolument avoir des plateformes connectées, et de pouvoir, avoir cette capacité de lien avec le prestataire, d'avoir une capacité de suivi et donc d'avoir les différentes étapes et comme je l'ai réinsisté au début, une fois que c'est fini, en fait, que tout le monde soit au courant. Et Lucas, j'ai vu votre question. On pourra y revenir un peu plus en détail dans la conclusion, mais oui, c'est un des enjeux. C'est-à-dire que, aujourd'hui, la base informatique de la plupart des bailleurs repose donc sur, cette notion d'ERP et un des enjeux, c'est d'arriver à créer cette connexion. Donc j'insiste beaucoup à tous les acteurs ERP d'avoir cette logique de créer des connecteurs et oui, en fait, il faut avoir une base de données propre. Par contre, ce qui est très intéressant, j'ai longtemps travaillé dans la banque et j'ai un retour d'expérience, c'est qu'en fait, ça sert à rien quasiment d'essayer de nettoyer la donnée après. Assez souvent, on peut résoudre la problématique en ayant réfléchi sur comment est rentrée la donnée et je pense qu'il faut mettre beaucoup plus d'efforts sur cette logique de parcours utilisateur et de réfléchir comment ma nouvelle donnée va être propre, plutôt qu'uniquement de se focaliser sur comment je nettoie ma donnée existante. Et ça paraît au début un peu imperceptible, mais si on ne fait pas ça, tous les 6 mois, 1 an, 2 ans, je vais refaire la même procédure et essayer de renettoyer une donnée qui était, plutôt mauvaise au départ.
Cas d'usage numéro 3, cette fois-ci, on va s'intéresser sur un élément d'actualité, bon, même si les prix de l'énergie, diminuent un peu, mais c'est comment je peux avoir un suivi, de ma performance énergétique, pour un peu tout le monde. Bah, le cas, classique, que même moi je vis, c'est-à-dire que, quand je suis dans une chaudière collective, je ne suis pas forcément maître, de la température et il y a des variations. Et le cas le pire en ce moment, c'est de se retrouver avec, en fait, une température ou en tout cas une gestion qui ne permet pas une diminution et donc on se retrouve avec une, entre guillemets, «une surconsommation». La difficulté avec notamment des logiques de chaudière collective, c'est que dans un domicile, il y a assez peu d'éléments d'action en tant que locataire et même c'est un peu compliqué de percevoir en disant, bah, peut-être qu'on chauffe trop de 1 ou 2 degrés puisque parfois la perception est assez limitée. Et donc la difficulté qu'on a sur les notions d'énergie, qui marche aussi bien pour la chaudière, mais on aurait pu le faire aussi avec une consommation d'eau, c'est qu'en fait, c'est qu'après, c'est qu'au moment de recevoir la facture que, bah, j'ai le couperet et que je m'aperçois qu'en fait, bah, dans le cas du gaz avec la forte augmentation qu'on a vécue, même avec le bouclier tarifaire, on se retrouve avec une facture qui peut, doubler, tripler si en plus je n'ai rien fait. Et la problématique qu'on a avec, cette logique de chauffage, on revient avec la thématique précédente, c'est que ça implique l'intervention d'un prestataire externe et comme avec les autres qu'on vous a mentionnés, c'est qu'on se retrouve dans une situation où je n'ai pas été prévenu d'une problématique. Une fois que la problématique est apparue et intervient quelqu'un d'externe, sauf que je ne suis pas au courant de l'intervention d'externe et qu'à la fin, bah, en fait, je ne suis pas toujours pas au courant et ça arrive un peu trop tard. Et donc là, l'important, c'est d'essayer aussi de mettre en place une organisation qui permette que la donnée soit utilisée, pour réaliser une action concrète. Et Olivier, si tu veux peut-être préciser, ce que ça se passe sur la partie, performance énergétique? Donc c'est un des cas d'usage ou un des exemples en performance énergétique, il y en a beaucoup, mais la première action de performance énergétique dans un bâtiment, c'est d'abord avoir la connaissance de ce qui se passe dans ce bâtiment et d'avoir en effet la connaissance sur la consommation on va dire de fluide, la température qui est diffusée et cetera. Ce qui permet déjà de comprendre si le fonctionnement est normal ou pas. Ici, dans cet exemple, on a donc une chaudière qui ne retombe pas en température et la chaudière, en fait, elle fonctionne normalement, en fait, tout simplement. C'est peut-être déréglé ou c'est peut-être un autre organe de transmission de l'eau chaude dans le bâtiment qui se dérègle, mais la chaudière, elle fonctionne correctement. Donc elle n'envoie pas un code panne à intent. Souvent, quand on est chaudière collective, on a donc des sondes de température à différents endroits du bâtiment. C'est cette sonde qui va envoyer donc une donnée froide et une donnée, on va dire brute à intent, c'est-à-dire je constate à 8 heures 17 degrés, 17,5, 18, etc. Donc nous, on reçoit un flux de température. Jusque-là, tout va bien. L'avantage dans Intent, c'est qu'on peut justement mettre des seuils d'alerte sur des flux d'informations et sur des flux donc de température d'habitat. On va mettre 2 seuils, un seuil chaud et un seuil froid. C'est-à-dire que si la température dépasse tel degré ou si elle est en dessous de tel degré, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il fasse trop froid, on ne sait jamais, il peut y avoir un dérèglement dans l'autre sens, automatiquement, on va déclencher en effet ce qu'on appelle chez nous une alerte. Si la chaudière a dépassé pendant 1 heure sa température, c'est pas grave. Si elle l'a fait pendant plusieurs heures ou 2 heures toutes les nuits de manière répétitive, en fonction de comment on a paramétré l'alerte, là, en effet, on va estimer qu'il y a un dysfonctionnement et la plateforme va déclencher automatiquement une intervention parce qu'on estime en effet qu'elle est suffisamment, on va dire, avérée et importante pour déclencher directement une intervention auprès du prestataire. Évidemment, au même moment, on vient informer le gestionnaire et le gardien concierge, parce que peut-être que par X ou Y raison, c'est un comportement normal parce qu'il y a des travaux, c'est pour ça qu'il y a des courants d'air, c'est pour ça qu'il y a des choses qui ont bougé ou les sondes en effet ne sont pas 100% on va dire fonctionnelles. Donc il peut y avoir en effet une action terrain qui est possible tout de suite, c'est pour ça que le gardien concierge est toujours le premier à être informé aussi, mais le prestataire, lui, peut déclencher son intervention immédiatement. Donc oui, il s'est peut-être passé, on va dire 2 à 3 jours en fonction de comment l'alerte a été déclenchée, mais ça permet déjà d'éviter d'attendre la facture et de constater sur facture qu'il y a une surconsommation. On peut tout de suite envoyer le prestataire pour vérifier le dysfonctionnement de ce qui se passe précisément. Et un des points donc importants, aussi, toujours dans la logique, et qu'on a essayé aussi de matérialiser et j'insiste aussi, pas mal là-dessus, c'est que quand vous raisonnez pas forcément qu'en outil, mais bien en processus. C'est ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est que pour faire en sorte qu'on soit efficace, il faut bien avoir en tête que, est-ce que l'information transite bien aux bonnes personnes et de la bonne manière? Et un des éléments, qui est très important, sur ce cas qu'on a montré, c'est qu'on voit que, il y a une réelle, valeur ajoutée à faire en sorte que tout le monde, soit au courant
et soit notifié pour aussi créer un cercle vertueux. Et là, dans la fin de cette logique de résolution, c'est qu'on a un prestataire qui peut transmettre des informations et qui permet au gestionnaire d'avoir l'information et ensuite de pouvoir restituer cette information de manière un peu différente, puisque forcément aussi la même logique, c'est qu'un locataire, honnêtement, tous les aspects techniques, sauf s'il est passionné par le chauffage, va pas s'y intéresser. Il va vouloir avoir une information qui est dédiée et c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, quand on raisonne d'un point de vue, encore expérience utilisateur. C'est que dans la manière dont on restitue la donnée, il faut avoir cette réflexion. Qu'est-ce qui va être pertinent et qu'est-ce que je dois donner comme information qui va permettre soit de satisfaire la personne, soit de lui permettre de faire son travail? Et donc c'est vraiment encore cette logique d'avoir, un élément très important et donc on fait aussi et c'est un je sur ce cas, on remonte encore cette logique de visualisation sur laquelle j'insiste beaucoup. C'est qu'il faut mettre à disposition des bonnes personnes une visualisation de l'information et mettre ensuite, et là, c'est le cas à droite, une information personnalisée ou en tout cas personnalisable pour que la personne, elle ait l'information qui lui fait un locataire, pour être honnête, le plus important, c'est qu'elle doit s'assurer que c'est bien géré, que s'il y a un problème, qu'elle soit notifiée. Avoir l'évolution de tous les éléments avec des chiffres techniques, ça va pas être sa passion. À l'inverse, pour une personne technique, c'est très important. Et donc si je continue cette approche-là, pour que vous compreniez bien, auparavant, quand on raisonnait, on disait: «Comme la personne, elle a un besoin spécifique, je vais lui créer tout un environnement spécifique». C'était l'approche en silo. On s'aperçoit qu'en fait, cet élément ne fonctionne pas de manière globale, puisqu'en raisonnant en silo, en fait, je coupe la donnée. Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, il faut que la donnée transite, mais que bien évidemment, par contre, les personnes ont des interfaces notamment et des outils qui leur sont dédiés pour bien avoir cette information-là. Par contre, j'insiste beaucoup, et c'est pour ça que je suis très content de faire ce webinaire, notamment avec Intent, avec cette notion d'intent ready. Il faut impérativement, mais enfin, même en tant qu'éditeur de logiciel, c'est juste la base, prévoir cette capacité. Parce que si on veut créer de la valeur en termes d'organisation, en termes d'usage, il faut avoir compris qu'en fait, la donnée doit être mise à disposition et elle doit être utilisable. Et que si on veut apporter le plus de valeur ajoutée à une organisation, il faut avoir en tête qu'au final, je ne suis qu'un maillon de la chaîne. Et donc l'approche en tant qu'éditeur de logiciel, en tant que gestionnaire, en tant qu'acheteur, c'est d'arriver aussi à essayer de formaliser cette logique, je reviens encore, de parcours utilisateur pour identifier comment je vais faire transiter et comment je vais faire évoluer ces informations. On arrive quasiment au bout, en tout cas proche de la limite et j'ai pas envie que les ventres, gargouillent trop et que je parle un peu trop. Peut-être en élément de conclusion et n'hésitez surtout pas à poser vos questions à ce moment-là, puisqu'on va tous les prendre, et on reviendra aussi sur quelques éléments de sondage. Mais premier élément, de conclusion, c'est qu'on a essayé de montrer, au travers de ces cas d'usage, qu'on peut coupler 2 choses. Une sorte d'efficacité opérationnelle, c'est-à-dire, j'essaye de suivre ma performance énergétique, j'essaye de résoudre, un incident et en même temps, amener cette logique d'expérience client utilisateur. C'est-à-dire comment, en fait, en dehors juste de résoudre un problème, la manière dont je vais restituer l'information fait en sorte que ça change tout. Deuxième élément, mais je l'ai insisté au moins 4 ou 5 fois, raisonner en processus et pas en silo. Si je reviens un tout petit peu sur certains cas d'usage, assez souvent on va se dire: «Bah tiens, quelle est ma problématique, j'ai trop de tickets d'incidents qui me parlent de portes de parking». Si aujourd'hui je dis: «Bah OK, ma solution, c'est de faire une notification au prestataire pour qu'elle intervienne vite», ça ne va pas diminuer mon nombre de tickets d'incidents. Ça va faire en sorte que l'incident est résolu plus vite, ce qui est déjà très bien, mais on va s'apercevoir que si je veux réellement diminuer mon nombre de tickets, il faut que certes le prestataire intervienne vite, mais que je fasse la communication aux autres. Et ça pour moi, c'est très important, vraiment, c'est que je n'ai pas vu aujourd'hui un cas où quand en fait je raisonne à partir d'un problème donné, la résolution de mon problème ne passe pas par une réflexion sur le processus et pas uniquement sur l'outil ou en tout cas la partie. Troisième point, utiliser des outils modernes et connectés.
s'il vous plaît. Enfin, je veux dire, Excel, c'est très bien, il y a des choses très robustes. Aujourd'hui, on est dans un monde différent et je ne sais pas qui est aujourd'hui présent, mais pour tous les gens, par exemple, qui recrutent, des apprentis, des stagiaires ou toute la nouvelle génération, être sur des outils, qui ne sont pas intuitifs, qui ne sont pas adaptés ou que dans la logique, elle est pas de créer un écosystème ou un lien et qu'on est un peu dans une logique de concurrence, c'est juste inadapté. Aujourd'hui, on est en capacité de créer un écosystème, de créer des interfaces qui sont agréables à utiliser pour qu'enfin on fasse un travail intéressant et pas juste copier-coller des informations ou se retrouver à faire des trucs qui n'ont pas de sens. Et pour aussi repositionner le rôle clé, c'est-à-dire souvent plutôt du relationnel que de l'utilisation d'outils. Dernier point, c'est sur enfin, un des derniers points, c'est le lien avec le locataire et donc de percevoir le locataire comme un client et qui doit recevoir l'information et aussi de dire, c'est très important, c'est que le locataire sera intéressé que si je lui mets à disposition des informations intéressantes et donc de ne pas percevoir l'espace locataire comme un peu un truc en bout de chaîne, mais bien de concevoir, on pourrait même imaginer ça, comme étant le point de départ de beaucoup de choses et donc de vraiment avoir une approche du lien avec le locataire, ça devient indispensable. Ça l'est pour plein de raisons aussi, ça traduit normalement la mission de pas mal d'acteurs, que ce soit public ou privé, parce qu'à la fin, si je suis public, l'objectif, c'est d'avoir une logique de bien-être. Si je suis privé, j'ai envie qu'ils soient contents et qu'ils maintiennent. Et surtout, et c'est un des points sur l'immobilier, c'est que de plus en plus, le gestionnaire immobilier va être au cœur d'une relation beaucoup plus avancée avec le locataire. Et donc, il faut percevoir ça aussi comme une capacité de commencer à créer d'autres liens. Et évidemment, remonter d'informations important. Et le tout dernier point, j'ai échangé récemment avec pas mal de bailleurs, encore privés ou publics et on voit que tout le lien de proximité, tout le rôle du gestionnaire, tout le rôle du gardien est en train d'évoluer. On est en train d'aujourd'hui de s'apercevoir que finalement, il y a toute une logique de proximité à redéfinir en termes de mission, de montée en compétences, de formation et donc, j'insiste beaucoup que et si ça revient sur le logique d'avoir des outils intuitifs et d'avoir des choses intéressantes en termes d'information, on ne pourra pas faire ce changement si on n'a pas des outils adaptés et avec une logique de formation. C'était le point de conclusion. Juste, donc n'hésitez pas à poser vos questions, sur le chat. Je reviens juste, il y avait des sondages, vous pouvez encore y participer, mais très rapidement sur les éléments. Le point intéressant, c'est que, bah, donc les gens connaissaient à peu près, Intent et Hublot, de la même manière, donc c'est bien. Ça a permis à environ 40 des gens de connaître, nos 2 solutions. Clairement, aujourd'hui, vos locataires peuvent pas remonter, d'incidents en majorité. Vous n'êtes pas satisfait ou vous ne possédez pas, d'espace locataire, donc ça, bah, c'était le point, donc je suis content et j'espère que Hublot peut vous aider. Sur l'aspect données, les données du parc, donc là, c'est plus pour Olivier ou les éléments, sont pas, accessibles facilement ou retrouvables facilement et pareil, aujourd'hui, on reste, sur un faible degré d'équipement d'un point de vue connecté, des différents, éléments du parc immobilier. Peut-être aussi pour préciser, pour les gens qui nous écoutent, comme à chaque fois, on essaye de proposer un contenu intéressant donc, si jamais vous avez des sujets qui n'ont pas été abordés ou, vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les envoyer et comme je vous l'ai mentionné au début, l'ensemble du webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au replay et on vous enverra par la suite un support, qu'on complétera de quelques slides qui pourra vous reprendre, les éléments de cas d'usage et évidemment avec Olivier, on est à votre disposition si vous voulez qu'on rentre un peu plus en détail, sur des cas concrets. Olivier, est-ce que tu avais quelques mots à rajouter? Écoute, non, ta conclusion était très claire et limpide. Juste pour ajouter que sur la vision locataire, en effet, c'est important d'avoir accès à ces informations sur les interfaces certifiées qui soient optimales. Idem côté gardien concierge et gestionnaire. C'est pas parce que ce sont des collaborateurs en B2B qu'ils doivent pas avoir des interfaces belles et jolies et c'est aussi un axe important pour nous d'avoir justement des interfaces extrêmement fluides et le dernier point, c'est qu'on pourrait avoir peur d'avoir beaucoup de données qui remontent et qui soient échangées sur des systèmes comme ça. L'avantage des solutions comme Hublot,
comme Intent, c'est qu'on vient aussi prioriser et donner la bonne information au bon moment. Sinon, en effet, on est assailli d'informations et l'information peut tuer l'information. L'idée de ces outils-là, c'est que justement qu'on partage et on diffuse la bonne information pour justement qu'il y ait une prise de décision ou une prise en effet d'action qui soit faite derrière. On a Frédéric, qui a réagi en disant que les cas d'usage ont été, très bien choisis. Donc moi, ça me fait toujours plaisir, hein, quand on me donne des compliments. Je suis très ému, donc je suis très content. En l'occurrence, je tiens à préciser que c'était Olivier qui a conçu les éléments et oui, on a repris, des cas vraiment concrets, qu'on a vus, qui étaient les éléments, qu'on avait vus et c'est vrai qu'on l'a pas mentionné en chiffres. Mais en fait, tout ce qu'on vous a décrit a un enjeu financier très important pour les organisations, parce qu'on n'est pas en train uniquement de dire: «Je vais satisfaire les gens». C'est qu'en fait, derrière cette notion de satisfaction, on n'a pas mentionné tous les coûts cachés. Les coûts cachés, c'est lesquels? En fait, en n'ayant pas de la donnée propre, bah, en fait, je fais moins d'actions et j'ai moins de capacité. En n'ayant pas cette capacité de lien entre les différentes parties prenantes, bah, je fais en sorte que oui, quelque chose, reste cassé plus longtemps ou va me coûter plus cher, à réparer et sur le lien avec, le locataire, ça a beaucoup d'effets, divers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne se sent pas concerné, ou n'a pas la capacité de remonter, bah, ça crée un cercle un peu vicieux où, bah, j'ai l'impression qu'on s'occupe un peu moins. Deuxième élément, ça fait aussi en sorte qu'on n'a pas de retour d'expérience. Moi, aujourd'hui, ce qui m'a le plus marqué, peut-être, quand je regarde à d'autres secteurs, c'est que dans l'immobilier, on fait beaucoup d'efforts. On fait beaucoup de choses pour le locataire, on fait beaucoup d'investissements, mais finalement, j'ai assez peu de passerelles pour avoir un retour d'expérience là-dessus. Je vais faire des éléments de rénovation de parties communes, je vais faire des actions, mais au final, quand on se dit: «Quelles est les actions qui sont faites pour, on va dire, collecter les informations?» c'est souvent assez peu fait et le point qui est pour moi, clair, pourquoi c'est obligé de changer, c'est que qu'on soit un acteur public ou un acteur privé, il va y avoir aujourd'hui une logique de positionnement de marque qui va être évidente. Positionnement de marque, pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, en fait, un bailleur social va faire plusieurs métiers. Il va faire du logement social pur et dur. Il va faire du logement intermédiaire, qui est au final du parc privé. Il va faire une logique d'accession à la propriété, où en fait, c'est du leasing immobilier. Il va faire une activité de syndic. L'acteur privé, il va se dire: «Je vais essayer de faire du co-living, je vais essayer de faire de la maison, je vais essayer de faire d'autres choses» et quoi qu'il arrive, je vais donc forcément avoir maintenant une logique de positionnement de marque, puisqu'en fait, je vais m'apercevoir que mon public est relativement ciblé et s'attend à quelque chose. Et donc on s'aperçoit que c'est très important d'avoir très tôt cet élément-là, parce qu'en final, on crée un cercle vertueux, puisqu'un locataire content, c'est un locataire qui reste, c'est un locataire qui paye. Et il y a notamment de nombreux retours d'expérience également sur des choses qu'on n'imagine pas, mais notamment sur les logiques d'impayés. Ça a été longuement étudié dans la banque plutôt, que par exemple, quelqu'un qui a un échange récurrent avec son interlocuteur bancaire va avoir un taux d'impayé largement plus faible. Puisque pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une discussion qui s'engage et donc il y a des signaux qui vont être donnés de difficultés qui arrivent. Et dans la même logique, notamment aux États-Unis, on a démontré que l'entretien d'un parc immobilier et le turnover, c'est-à-dire le taux de départ, était beaucoup plus faible chez les résidences sur lequel, en fait, un lien a été créé entre les gestionnaires et dans les résidences où notamment le locataire a la possibilité de remonter, les informations. Heu et oui, Frédéric, le fait que, en fait, si, je propose quelque chose de qualité, ça me va de payer. Si, je n'ai pas la qualité, en fait, je vais hurler à chaque élément et donc c'est un des éléments, très importants, sur le fait et juste pour préciser, mon propos, je trouve que les gens qui travaillent dans l'immobilier font un travail exceptionnel, un travail de très grande qualité. Parce que je trouve juste qu'aujourd'hui, la logique d'outils et la logique de communication est assez faible et je pense que ça, irait à tout le monde d'avoir aussi une communication beaucoup plus transparente sur ce qui est réalisé. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a mentionné, parfois il y a un incident et c'est très peu traité. Je remercie Olivier, pour sa participation. Je remercie également à tous les gens qui sont restés, jusqu'au bout et merci pour les questions et les échanges et la porte est plus qu'ouverte pour, organiser, d'autres événements, continuer les discussions et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon appétit.
Merci Fabien, merci à tous. Un bon À appétit. bientôt. Au Au revoir. revoir.